heureux, vivons coachés. Pour vivre heureux, vivons coachés. Alix Fréchet, bonsoir Alix. Bonsoir Christophe. Nous sommes heureux de vous avoir à nouveau Alix, parce que vous savez qu'on adore échanger avec vous. Alors Alix, l'émission de ce soir, vous le savez, c'était sur les addictions. Comment se sortir de l'addiction? On l'a dédié à Renaud. Comme par hasard, n'est-ce pas, On est très émus, nous, que Renaud renaisse de ses cendres, quelque part. C'est pas pour rien qu'il appelle son nouveau tour le Phoenix Tour. Vous, donc, je vous représente, mais maintenant nos amis auditeurs vous connaissent. Vous êtes hypnothérapeute, vous avez une grande école d'hypnothérapie très connue à Aix. Quand une personne arrive addict à quoi que ce soit, Alix, d'abord, c'est ce que vous voulez vous poser comme question, Carole. D'après vous, quelles sont les racines des problèmes addictifs? Quelles sont les causes? Alors, ça dépend d'abord de l'addiction. Je veux dire, il y a des types d'addictions qui sont, si c'est l'alcool par exemple, l'alcool va permettre soit de se saouler un petit peu et donc d'être un petit peu dans les vapes et d'être un peu pas là, et donc ça va être une manière de fuir. Et puis après, on va s'habituer donc à fuir dans cet état entre deux, un petit peu alcoolisé, comme ça va permettre de mieux dormir la nuit. Quand on peut avoir, par exemple, une souffrance, une rupture, ou une souffrance, il y a des souffrances qui sont très douloureuses. On parlait de rupture amoureuse, Alix, les gens qui noient leur chagrin dans l'alcool, vous voyez. Oui. Mais ça peut être des deuils à faire plus importants. Je veux dire, la perte d'un enfant ou tout ça. Et à ce moment-là, je veux dire, se réfugier dans l'alcool, en fait, c'est aussi salvatrice. Ça peut être salvateur dans la mesure où, plutôt que de prendre peut-être des cachets, je veux dire, les gens vont se servir de l'alcool. Mais après, derrière, évidemment, si on tombe dans l'addiction, ça c'est une catastrophe. Et là, parce qu'on commence par un mal-être, et donc ce mal-être, on va effectivement le combler par de l'alcool. Il y a une dépendance affective. Il y a beaucoup d'alcool féminin qui commence, quand une femme un petit peu rentre chez elle, par exemple, pour elle commence, elle se sent seule, ou il n'y a rien, elle rentre chez elle, il y a un petit mal-être, et puis elle se fait un petit plaisir. Ça commence comme ça, pour un petit plaisir, en disant, tiens, je le vois bien. Du style, parce que je le vois bien, je me fais un petit apéro. Et ça commence par un petit martini une fois. Le lendemain, elle recommence. Le surlendemain, elle recommence. Et après, elle part avec son verre pour faire du repassage, du ménage, ou faire la popote pour manger. Malheureusement. On dit d'ailleurs, Alix, qu'on commence à être alcoolique quand on commence à boire seul. C'est vrai, ça? Quand on se met à boire seul? C'est vrai? Oui, c'est surtout ça, ou alors un rituel. Il y a souvent des gens, c'est un rituel. Le soir, par exemple, ils arrivent, ils se posent là, ils ont fini la journée, donc on se pose, on finit la journée, et ça casse la journée de travail, la journée maison. Et ça rentre dans un rituel. Moi, je pense que l'alcool, quand on est alcoolique, c'est qu'on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas s'en faire autrement, en fait. On peut pas. Et les gens ont l'impression, des fois, de pouvoir s'en passer, de pouvoir dire j'arrête quand je veux, mais ils n'arrêtent pas quand même, quoi. Donc, alors, on avait une autre thérapeute tout à l'heure qui disait, alors elle avait une expression, et j'aimerais bien votre sentiment là-dessus, parce que je suppose que vous allez nous éclairer et éclairer tous nos amis auditeurs. Elle disait que tout problème d'addiction, alors elle faisait vraiment la racine, que ce soit d'ailleurs la cigarette, le jeu, le sexe, n'importe quoi, la drogue, l'autre drogue, la blanche ou autre, la coke, c'était un problème de fusion qui avait une personne qui n'avait pas défusionné, vous voyez ce que je veux dire, des liens de l'enfance avec une mère, qui un père. Vous pensez que ça peut partir de là, Alix? Moi, c'est pas trop mon avis. Non, c'est pas trop mon avis. Je veux dire, la souffrance d'enfance, elle est simplement parce que dans l'enfance, on vit des choses et on croit des choses dans l'enfance, sans que forcément les parents soient responsables de ça. Les parents sont pas responsables, mais ce que nous on interprète de ce qui se passe dans la vie, c'est tout à fait personnel. Et si on regarde avec ces croyances-là, effectivement, on peut avoir des souffrances qui peuvent amener après à l'addiction. Je pense que l'addiction, elle a une utilité. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, à un instant T, la personne va choisir une addiction, que ce soit le jeu, l'alcool, le sexe, la cigarette ou la drogue. Je veux dire, à un moment donné, ça va servir à amener du bien-être. Parce que notre cerveau, il est addict. Voilà. Il faut bien comprendre que notre cerveau, à la base, il est addict. Et il est addict au plaisir. Voilà. Quand on a compris que le cerveau est addict au plaisir, on passe notre vie à tenter d'enlever du déplaisir, des souffrances. Et quand quelqu'un a trouvé une astuce pour enlever du déplaisir, ou pour ajouter du plaisir d'ailleurs, parce que les gens qui s'alcoolisent, ça permet d'avoir, par exemple, quand on est un peu dans un état alcoolique, on est un peu grisé, et quand on est désinhibé, on retrouve un petit peu un enfant libre, et qu'est-ce que c'est chouette d'être comme ça. Donc ça donne du plaisir. Alors donc, j'entends que toutes les addictions suivent le sillon neuronal du plaisir, on est d'accord, Alix, mais en même temps on est d'accord que c'est, moi j'appelle ça, vous savez, cette facette du saboteur intérieur, parce que c'est quand même aussi une destruction qu'on se fait dans le même temps, on est bien d'accord, quand c'est une addiction sévère, c'est que c'est à la fois le protecteur plaisir, mais en même temps la douleur, c'est-à-dire que c'est aussi une fossoyeur, parce que la personne est en train de creuser sa tombe en même temps.
Oui. Et c'est Oui. tout le jeu qu'on a, nous, les thérapeutes, les coachs et tout ça, de faire comprendre à la personne. Certes, ça suit le sillon neuronal du plaisir. Et d'ailleurs, vous le savez, Alix, hein, vous dites à un fumeur arrête de fumer, il va en reprendre 3 paquets. Hein, je veux dire, un buveur arrête de boire, il va dire non mais tu plaisantes ou quoi, je me fais plaisir. Vous avez raison. Mais comment vous allez faire, vous, un grand hypnothérapeute, pour, dans ce cas-là, via l'hypnose? Comment l'hypnose intervient? Comment l'hypnose intervient? Alors, l'hypnose peut travailler sur le symptôme. D'accord. Ouais. Pour dire à l'inconscient de mettre un autre comportement plus positif à la place de comportement négatif. Ça, c'est ce que l'hypnose ericksonienne, c'est ce qu'elle va faire, c'est qu'on va on va dire que le comportement addictif est utile, d'accord. Il a une bonne raison d'exister et il est utile. Donc, on va mettre un autre comportement positif à la place du comportement négatif, en fait, parce qu'on sait qu'il est utile et qu'il sert à quelque chose. Voilà. C'est un petit peu ce que l'hypnose ericksonienne fait aujourd'hui. Moi, personnellement, quand quelqu'un vient me voir et me dit j'ai une addiction, je travaille pas sur l'addiction. Je travaille sur la personne, sur son entité entière, sur sa globalité, et quand le symptôme n'est plus nécessaire, il s'arrête par lui-même. Et tous les gens qui viennent chez moi, je veux dire, pour arrêter de boire, de fumer, de se droguer, je travaille très rarement sur le symptôme, sur l'addiction. Et je vous promets que ça s'arrête tout seul. Alors, et là j'ai gagné, et je me retrouve, et je vais me citer plus, c'est-à-dire que pour moi, la personne a réglé son problème d'alcool quand elle peut boire de l'alcool, comme moi ou comme n'importe qui. Et là, son problème est réglé. Alors, et là, je suis content. Justement, Alix, vous m'amenez un super cadeau. J'allais vous poser la question, est-ce que il y a des gens, alors je vais parler un petit peu de moi. Moi, j'ai arrêté de fumer il y a quelques années sous hypnose pendant 9 mois, non pas parce que j'étais enceinte, mais parce que effectivement, j'ai eu un problématique dans ma vie familiale qui a fait que. Donc, les gens qui, comme moi, ont réussi une fois, et j'ai arrêté en une séance, et qui ne s'est pas faite en français, elle s'est faite en espagnol. Donc, ça a été vraiment chercher quelque chose chez moi. Combien de personnes vous revoyez ou pas? Combien de séances en moyenne il est nécessaire à la personne pour pouvoir arrêter? Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe au moment de l'hypnose. Alors, au moment de l'hypnose, on va justement, alors soit on fait de l'hypnose et on va travailler sur le symptôme et on va dire à l'inconscient de la personne que c'est négatif de fumer, d'accord, et on va mettre que du négatif sur le fait de fumer. La personne peut effectivement avoir des nausées, elle peut avoir vraiment vraiment une envie d'arrêter de fumer, ça se fait tout seul. Quand la bonne raison de fumer n'existe plus, c'est assez aisé de le faire en une seule séance. Si la raison de fumer, d'accord, est encore là, alors la personne va peut-être arrêter de fumer pendant X mois et elle va recommencer. Moi, j'ai une dame qui est venue la dernière fois qui me dit, je lui demande à quoi elle sert votre cigarette. Elle me dit ouvertement, la première séance, elle me dit, ah ben moi c'est une béquille. Et je lui dis, vous voulez que moi je vous enlève votre béquille? Ben je l'ai pas fait, Je travaille sur vous, madame, de manière à ce que vous n'ayez plus besoin de béquille, et après, on fera une séance pour enlever les cigarettes, et ça s'enlèvera toute seule. Et ça marche très bien comme ça. Voilà. Donc, mais c'est parce que c'est une philosophie dans notre école. Pardon? On met le patient aligné avec lui-même, déjà, en autonomie. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Dans l'état hypnotique, oui, effectivement, la personne a le choix, je veux dire, de choisir ses processus pour aller bien. Alors, Alix, j'avais entendu que en hypnose, sous hypnose, on ne pouvait pas faire à quelqu'un quelque chose qui n'était pas en lien avec ses valeurs. Absolument. Voilà. Donc là, à quel moment, et ça m'intéresse parce que Christophe et moi, nous sommes coachs, nous utilisons des protocoles qui travaillent, qui sont en lien avec les valeurs. À quel moment quelqu'un qui se fait du bien, qui recherche du bien-être, va autoriser le thérapeute à lui enlever le bien-être? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si toutefois on peut rentrer dans ce degré de détail, si vous me le permettez, bien évidemment. Oui, bien sûr. C'est un très grand thérapeute, donc il n'y a pas de problème. Oui. Alors, quand quelqu'un a des valeurs, d'accord, nous, on va travailler sur des valeurs existentielles. Et dans les valeurs existentielles, on va trouver quoi? Souvent, on va trouver la liberté. Oui. La liberté est une valeur existentielle, on ne peut pas le nier. Il y a des millions de gens qui meurent et qui sont morts pour la liberté. Oui. Donc c'est une valeur existentielle. Et la cigarette, quand on est addict et dépendant, on perd la liberté. Même si quand on a commencé à fumer, quand on est adolescent, pour dire mon corps m'appartient et je fais ce que je veux, donc je suis libre, je deviens grand, d'accord? Et bien quand même au bout du compte, quand on est addict, on aboutit tout à fait au contraire de ce qu'on a fait à l'origine. Et quand on intéressant, Alex, pardonnez-moi de vous couper pour qu'on approfondisse encore plus. L'association que vous fassiez entre les addictions
l'addiction et le problème de la liberté, moi je trouve ça passionnant. Parce que, effectivement, je le dis à tous nos amis auditeurs, comme dirait nos amis psychanalystes, la liberté, c'est toujours la liberté que vous prenez, hein, que l'on prend. Personne ne vous la donne, la liberté. Pas vrai, Alix? On la prend. Absolument. Et ce qui est assez intéressant chez l'addict, c'est qu'effectivement, pour lui, il associe dans son cerveau la clope, l'alcool, le jeu, le sexe à la liberté. Alors, il va te dire, mais je suis libre. Donc c'est quand même hallucinant que finalement, cette ambivalence dans laquelle on est tous, Alix, alors on est sous France Culture, chers amis, hein, cette ambivalence dans laquelle nous sommes tous, c'est-à-dire qu'à la fois, il voit lui de la liberté alors que c'est une aliénation, et que c'est les deux en même temps. Parce que certainement, moi je repense à cette chanson de Reggiani, puis l'on porte à la bouche la première cigarette, puis l'on porte le... Et puis il dit, plus on masque, plus on fait de fumer, plus l'on masque l'enfance. Vous en rappelez, Alix, hein? Donc au départ, ça peut être vu comme un instrument libératoire, même pour l'alcoolique, qui veut se libérer de la souffrance de la rupture amoureuse, par exemple. Mais là où c'est intéressant, là je trouve ça vraiment intéressant, comment vous allez aider la personne, et je file la question de Carole, quelle posture prend le thérapeute, ou paternelle, ou maternelle, je ne sais pas, moi, dans le transfert, vous voyez ce que je veux dire, Alix, pour que la personne, vous l'aidiez à comprendre qu'elle doit être libre, mais autrement, sans cette addiction? Ben justement, parce qu'on va lui ramener toutes ces valeurs, on va ramener des valeurs existentielles, donc, et on va lui montrer qu'elle a perdu cette valeur existentielle, donc de liberté, mais il y a d'autres valeurs aussi, hein, des valeurs qui sont de considération, de respect, etc. Donc, en plus de la liberté. Et quand on va toucher dans ces valeurs existentielles de la personne, elle pourra atteindre son objectif. La motivation, c'est ce qu'on va retrouver dans les valeurs essentielles. Et la volonté d'arrêter de fumer, tout le monde l'a. Les gens qui viennent dans un cabinet pour arrêter de fumer, c'est qu'ils ont la volonté d'arrêter de fumer. Mais il leur manque la motivation. Et les gens, ils leur disent, j'ai pas de volonté. Si vous êtes ici, vous avez la volonté. Ce qui vous manque, c'est la motivation. Et quand on va chercher la motivation, alors la personne, elle va sur la Lune. Si vous voulez, la fusée, on a la fusée pour aller sur la Lune, mais il va manquer le carburant. Et si on manque le carburant, alors on ne pourra jamais aller sur la Lune. Et la motivation, c'est le carburant. Mais la motivation, c'est passionnant, Alix, parce que la motivation... Eh bien, écoutez, on fait une petite intermède musicale et on revient. Vous restez en ligne, Alix, parce que c'est tellement passionnant. On revient sur cette idée de motivation dans quelques minutes. D'accord? Ok? À tout de suite, Alix. À tout de suite. Air Show, la plus fraîche des radios. Ah, Carole, ça me rappelle Renaud quand on allait le voir à l'Olympia. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais à Vaison-la-Romaine, donc pas loin, Alix, vous êtes toujours avec nous évidemment, hein, pas loin d'Aix, c'est toi à Vaison-la-Romaine. Vous vous rappelez qu'il y a un théâtre, vous savez qu'il y a un théâtre antique, Alix, à Vaison-la-Romaine. Et c'était une année, vous vous rappelez, il y avait les chorégies qui faisaient chante-chœur, la chœur de France, et tous les étés, ils venaient chanter. Et c'était Robert Charlebois qui chantait cet été-là. Et alors, le concert a été commencé depuis les 3 bons quarts d'heure, hein, et je vous parle de ça, j'avais 22 ans, hein, vous imaginez, c'était au début des années, milieu des années 80. Et au bout de 3 quarts d'heure de spectacle de Robert Charlebois, qui arrive derrière moi, 3 personnages. Je dis bien derrière moi, comme quoi la loi d'attraction, Alix. Et vous avez des frissons là, vous savez qui c'était? Renaud, sa femme Dominique à l'époque, et Amaury Blanchard, son batteur. Et on parle d'addiction, Alix. On était en plein été, hein, c'était en plein mois d'août, à Vaison-la-Romaine, hein. Ils ont fumé des pétards tout le concert. Derrière moi, Renaud, qui était déjà plus un gamin, hein, il devait avoir là 35 ans, vous imaginez. Il a fumé des pétards avec sa femme et Amaury Blanchard tout le concert. Tout le concert. Alors lui, justement, puisque là on revient là-dessus, Alix, hein, sur la motivation, puisque lui, il tente de se désintoxiquer de l'alcool. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cette histoire de motivation, c'est qu'on dit toujours qu'il y a 2 motivations. Pas vrai, Alix? Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. C'est vrai ou pas, hein? Oui, donc, tout à fait. L'idée, c'est que le fuel, vous disiez, je reprends ce que vous disiez, hein, le fuel, c'est toujours la motivation pour faire partir la fusée de la volonté, pas vrai? C'est pour atteindre l'objectif. Oui. Alors, comment vous allez aider la personne à muscler cette motivation? Comment vous feriez? Comment on peut faire? Alors, il y a des procédés en PNL ou en hypnose qui permettent donc de monter la motivation, parce que pour arriver jusqu'à la motivation existentielle, il y a plein de petits objectifs, de petites buts à atteindre qui sont déjà des micro-motivations, parce que on parle de bien-être, on parle de plaisir, d'extase, de bonheur, d'accord, et on monte jusqu'à ce besoin existentiel, parce qu'au plus on va monter dans le besoin existentiel de la personne, et au plus on va trouver la motivation.
motivation. Je veux, pour exemple, j'ai une coach, moi, qui s'est formée chez nous, et qui est coach dans le tir au pistolet. Elle forme donc des jeunes au tir au pistolet à plomb, évidemment, pour les Jeux Olympiques. Et elle me disait que eux, les Chinois, là-bas, ils sont quasiment obligés de faire les meilleurs scores possibles, parce que sinon, ils les remplacent comme si c'était des allumettes, vous voyez. Ça veut dire que le Chinois, tant qu'il est bon là-bas, sa famille a à manger. On est comme dans le modèle soviétique, vous vous rappelez, à l'époque, il fallait vraiment t'es bon, sinon tu dégages. Tout à fait. Et la meilleure motivation, c'est le besoin existentiel, c'est de manger, pour eux. Alors on est à la base de la pyramide de Maslow, c'est ça en fait. Oui, tout à fait. C'est l'idée que... Mais alors comment elle fait cette coach pour les tireurs là, d'élite là Eh ben, elle va chercher, bon, évidemment, comme dans notre pays, c'est plus manger le problème, mais c'est le besoin de considération, le besoin de respect, d'attention, de liberté, le besoin d'amour aussi. Je veux dire, donc, on a des besoins psychologiques vitaux, on a des besoins, vitaux physiques, manger, boire, dormir, respirer. On a des besoins psychologiques vitaux qui sont de l'ordre de l'affect, dans l'estime de soi, donc le respect et la valeur. Je veux dire, la reconnaissance, la fierté. Je veux dire, ce besoin de savoir qu'on vaut le coup. Et on a des besoins donc plus affectifs du style amour et attention. Je parle d'appartenance, l'appartenance à l'humain. Je veux dire, on est quand même un animal grégaire, on est mammifère, on est un animal grégaire, donc on a ce besoin d'appartenance, d'être utile. Et donc, Alix, alors, si on filait cette histoire de besoin d'amour, est-ce qu'on pourrait dire quand même, parce qu'on arrive quand même bientôt en fin d'émission, que quand même, volins nolins, quand il y a de l'addiction, il y a un manque d'amour, il y a eu une carence d'amour. Absolument. On est d'accord. D'amour ou de considération, de reconnaissance ou de respect. Mais c'est synonymique. C'est pareil, tout à fait. C'est tout à fait là-dessus qu'on travaille, nous, dans notre école et dans notre centre, parce qu'on a compris que c'est là le problème de base. Voilà. Et avec ça, quand on répare ça, on répare tout le reste. Donc l'idée, c'est d'aider les gens à s'aimer mieux chaque jour. J'aime beaucoup le docteur Leleu, vous connaissez évidemment Gérard Leleu, dans l'écologie de l'amour, j'aime beaucoup ces définitions toutes simples de l'amour. Vous avez dit que vous en aviez d'autres à me donner, je les attends avec joie. Aimer, c'est aider l'autre à s'aimer mieux chaque jour, mais j'aime tellement cette idée. C'est aussi le sens de mon émission Vivons Coachés, c'est aussi le sens de l'émission de Brigitte Lahaye tous les jours, c'est d'aider les gens à s'aimer mieux. On a tellement, vous savez même, vous connaissez certainement comme moi des gens qui sont dans l'humanitaire, Alix, on a l'impression que parfois les gens donnent plus aux autres, aiment plus les autres qu'eux-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Parce qu'on nous a éduqués comme ça, on nous a éduqués à donner à l'autre pour recevoir, d'accord ? Et moi je dis qu'on ne peut donner à l'autre que lorsque... C'est pas très compliqué. Moi je dis aux gens, est-ce que vous préférez vous remplir d'amour, d'accord ? Être rempli d'amour ou déborder d'amour ? Moi je préfère déborder d'amour. C'est joli. Si je déborde d'amour, d'accord ? C'est que je n'en ai plus besoin et que je peux donner tout ce que j'en trouve. Et croyez-moi, j'en ai beaucoup à donner. C'est joli cette image de déborder d'amour, ça me fait penser à la chanson de France Gall quand elle dit donner pour donner, tout donner, c'est la seule façon de vivre, c'est la seule façon d'aimer, vous vous rappelez ? Et ça j'y crois. Moi il y a un proverbe d'un anonyme géorgien que je dis souvent en conférence et je la trouve tellement belle par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire déborder d'amour, et j'aime beaucoup de votre métaphore, Alix. Je dis, il y a un proverbe qui dit, ce que je sais, si je te le donne maintenant ce soir, je le garde pour la vie. Si je le garde, je le perds. Ouais. C'est pas magnifique ça, Alix ? C'est magnifique ça. C'est magnifique. Oui, c'est-à-dire, on est tellement aux antipodes des gens auto-centrés, de ce monde dans lequel on est, où beaucoup de gens sont mesquins, gardant, thésaurisant leurs petites choses. On est à l'inverse quand vous parlez de déborder d'amour. On est dans cette idée que cette générosité-là, et qui est à la base de ma méthode, la HQR, la haute qualité relationnelle, c'est-à-dire que l'idée c'est ça. C'est-à-dire que si vous donnez, de toute façon, vous recevrez. Oui. Mais comment on peut... Je vous raconte une anecdote, Alix, et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'en parlais à un ami thérapeute tout à l'heure. Je donne des conférences. Les gens adorent mes stages. Et bien, parfois, certaines personnes, et ils sont très nombreux, alors qu'ils ont adoré, ça les a aidés. Vous allez voir la générosité. Ils répondent même pas aux mails. Vous voyez ? Même pas à un mail quelques semaines après. Bonjour, le retour d'ascenseur, quand même. Je sais pas comment vous estimez ça chez l'espèce humaine. Allez, on va dire, il y a deux familles d'êtres humains, les égocentrés, autocentrés et les altérocentrés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas. Ben, moi, je suis un petit peu dans l'ordre de penser que les gens ne peuvent pas donner, et quand les gens donnent, et que c'est un investissement, on appelle ça un investissement affectif. On appelle bien ça un investissement affectif. Celui qui fait un peu de comptabilité, il a compris que si il a un investissement affectif, il attend un retour sur investissement. Et quand on attend un retour sur investissement, alors c'est pas de gratuit. Et les gens ne font jamais rien gratuit. Et ça, c'est l'espèce humaine ne fait pas gratuit. Sauf des gens comme nous. Pour faire gratuit, il faut en avoir trop. La vraie générosité, c'est juste de donner parce qu'on en a trop. Voilà.
Tant que les gens n'en ont pas trop, je leur conseille de ne pas donner. Parce qu'ils doivent passer en priorité, ils doivent s'aimer eux-mêmes d'abord. D'accord. Alors, en fait, la différence entre ça et l'égoïsme, c'est ne penser qu'à soi. L'intelligence, c'est de penser d'abord à soi. Oui, mais on est bien d'accord que l'un n'exclut pas l'autre. On pense d'abord à soi, mais on déborde d'amour, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que on ne s'oublie pas, on pense d'abord à soi, mais aussi on est là dans ce don de soi, C'est ce que j'appelle le vrai don. Oui, d'accord. C'est ça que j'appelle le vrai don. On est complètement sur la même longueur d'onde. Et d'ailleurs, presque l'idée du pardon au sens vrai du terme, c'est se donner une part. Il y a le jeu sur le signifiant, pardon, se donner une part de bonheur. C'est bien cette idée, parce que la problématique, je trouve quand même, dans des époques comme j'aime bien cette définition. Je la connaissais pas sous cet ordre-là, et là je l'aime bien, tiens. Oui, c'est du Christophe. Vous nous en donnez tellement belle, vous aussi. Merci Christophe. Vous nous faites nous élever. Donc, en fait, alors, on va faire une synthèse, parce que l'émission a été passionnante pendant 2 heures, et la fin avec vous, encore plus, Alix. Vous, l'addiction, c'est bien d'aider les gens, si on synthétise ce que vous venez de dire à tous nos amis auditeurs, d'aider les gens à amener plus d'amour d'eux-mêmes, on est d'accord, de plus en plus, et vous faites quelque chose d'holistique, vous n'allez pas traiter le symptôme tout de suite, mais vous allez les aider à mieux s'individuer, comme dirait Jung, c'est ça l'idée Tout à fait, rendre la personne autonome et indépendante, je veux dire parce qu'elle va s'aimer elle-même toute seule et qu'elle n'aura pas besoin, elle ne va rien souffrir à côté, parce qu'il n'y a rien pour la faire souffrir. Carole. Mais moi, je vais aller voir Alix, puis je vais tenter ou faire de mon mieux pour arrêter de fumer. Alors, vous avez une nouvelle cliente, Alix. Elle prend le TGV demain matin, elle a séance à 10h. Avec plaisir, bien sûr. Je pense, Alix, que Carole a très envie de faire des séances d'hypnose avec vous, Alix. Oui, mais tout à fait raison. C'est vrai que c'est assez surprenant. Ma manière de travailler est assez surprenante. Et c'est vrai qu'il y a souvent un avant et un après. C'est ce que les gens me renvoient. Comment s'appelle votre école, que nos amis auditeurs la connaissent, votre institut? ESHE, École supérieure d'hypnose ericksonienne. À Aix-en-Provence, n'est-ce pas? À Aix-en-Provence, oui, voilà. Tout à fait, Aix-en-Provence. Alix, vraiment, toute notre gratitude. On a rendez-vous est pris, je viens donner une conférence un jour à Aix, d'accord? Avec plaisir, avec plaisir. Vous êtes un amour, Alix, et merci. Toute notre gratitude pour tous vos éclairages. À très bientôt. Au revoir, Alix.